Salut à tous, c'est Bismart, l'émission. Alors, au programme d'abord la banque et les télécoms, Orange Bank, Paul Deleusse qui sera avec nous dans quelques instants. Je vais vous le dire, Paul, la première question, c'est j'ai toujours pas compris à quoi servait Orange Bank. Donc, on va en parler ensemble, il va falloir que vous m'expliquiez. Ensuite, je vous le disais, toute la semaine, on a reçu, parce que je pense que ce sont des baromètres très très intéressants de ce qui se passe en ce moment, on dit moins fonds d'investissement que sociétés d'investissement maintenant, qui ont une dizaine, une douzaine, une quinzaine de PME dans leur portefeuille, plus ou moins importantes, et donc qui peuvent nous faire un bon feedback de ce qui se joue en ce moment, alors qu'on nous parle d'un éventuel troisième reconfinement. Donc là, c'est Gonzague de Blinière, c'est Rise qui sera avec nous, et puis ça nous permettra de rappeler ce modèle très intéressant, très particulier, qui nous amènera d'ailleurs au bouquin de Denis Père. Alors vous connaissez forcément Denis Père. Denis Père, c'est notre premier invité sur Bismart, le tout premier. C'est vous dire l'estime que j'ai pour Denis Père et pour l'entrepreneur que c'est. Il écrit des bouquins, il réfléchit, et un petit peu d'ailleurs comme Gonzague de Blinière. Quand vous regardez... Je crois qu'on peut être d'accord pour dire qu'il y a des questions lourdes, profondes aujourd'hui sur notre modèle. Il y a peut-être même une forme d'impasse. Et derrière, le partage des richesses, vous l'appelez comme vous voudrez, vous l'organisez comme vous voudrez, vous y réfléchissez comme vous voudrez, mais il y a sans doute quelque chose là qui est incontournable, incontestable, qu'il va falloir organiser d'une manière ou d'une autre. Donc c'est aussi la réflexion de Denis Père, justement. Voilà, c'est parti, c'est Bismart. C'est parti donc avec Paul Deleusse, le directeur général d'Orange Bank. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul, je suis ravi que vous soyez là. Donc, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait Orange Bank. Si vous n'êtes pas client, Stéphane. Alors... Oh, la bonne réponse. En même temps, il a eu 2 minutes pour réfléchir et tout. J'ai un peu raté mon effet. Elle est venue tout de suite. Super. Ça sert à qui? Ça sert aux clients ou ça sert à Orange? Ou ça sert aux deux? Non, le sujet, alors je me souviens très bien, pour le coup, c'est un dossier qui me passionne, les télécoms et Orange depuis, Didier Lombard et peut-être même avant. Au départ, c'est vraiment un outil de diversification. C'est pensé comme ça pour Orange et pour des télécoms qui deviennent des commodités. Il faut essayer de retrouver de la valeur ailleurs. Voilà. Et c'est là où exactement. Je ne comprends toujours pas comment ça s'imbrique. Alors, on va parler d'Orange, on parlera des clients aussi. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est quand même de faire quelque chose d'utile aux clients. À quoi ça sert pour Orange? C'est exactement ce que vous avez dit, c'est retrouver le lien avec le client. Je donne quelques exemples. En Espagne, on a lancé Orange Bank. Un client qui prend Orange Bank, il a 2 fois moins de chances de quitter Orange qu'un client qui n'a pas pris Orange Bank. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est quand on a un téléphone. Un téléphone, c'est de plus en plus cher. Vous prenez le dernier Apple, ça commence à valoir assez cher, le dernier iPhone. Nous, avec Orange Bank, on peut le financer. On peut aider le client à l'acheter sur plusieurs mensualités. Prenez un téléphone, ça se casse, c'est embêtant de le casser. Enfin, tout le monde peut l'assurer. Non, mais il y a des startups aujourd'hui qui proposent aussi de financer les téléphones. Donc ça, financer le téléphone. Oui, mais... Non, mais votre chiffre sur l'Espagne m'impressionne beaucoup. Le faire sur un point de vente, dans le cadre d'une vente où le client, directement, il veut le téléphone, on le finance et on l'assure, c'est en termes de service rendu au client, c'est pas mal. Et puis après, il y a tout ce qui tourne autour du paiement mobile. Un mobile, ça peut se financer, s'assurer, et ça peut être utilisé comme moyen de paiement. Il y a une vraie proximité des univers. Alors, je repense à un deuxième argument, à quoi ça sert? Parce que ça me paraît artificiel, tout ça. On a demandé aux clients, on a demandé aux Français, si vous deviez prendre une banque ailleurs que dans une banque, vous iriez chez qui? Vous iriez chez un opérateur télécom, vous iriez chez un GAFA, vous iriez chez un grand distributeur. On a posé la question il y a 3 ans. L'opérateur télécom venait en dernier. On a reposé la question il y a 1 an. L'opérateur télécom est venu en premier. Devant les GAFA, ça fait plutôt plaisir. Devant la grande distribution également. Donc ça veut dire que, même dans l'esprit des gens, ça veut dire que vous rentrez dans... Parce que Carrefour a essayé et pour le coup a arrêté les frais. Oui. Et que vous avez peut-être des poches un peu plus profondes pour pouvoir continuer les frais. Parce que le sujet, c'est que ça coûte quand même toujours beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup, non, c'est quoi? C'est 50 milliards le chiffre d'affaires d'Orange à peu près. Enfin, c'est voilà. Donc effectivement, il y a sans doute... Mais ça coûte quand même encore aujourd'hui de l'argent à Orange que d'essayer de nous convaincre qu'il y a un lien entre une banque et un opérateur télécom. Non, mais vous comprenez, Paul. Alors, on va parler de l'Afrique. Et en fait... Là, effectivement, Orange, on le sait assez peu d'ailleurs. Orange est très présent. Il y a 10 ans, alors non seulement est très présent, mais surtout est dans une modernité de transactions financières qu'on n'a pas, nous, ici, en France. Je me disais, super, Orange Bank, en fait, va nous amener la modernité africaine. Non. Alors, là, je ne suis pas d'accord. Quand on demande... On peut parler de l'Afrique 2 minutes. Effectivement, en Afrique, Orange, c'est Orange Money qui a 50 millions de clients qui font du transfert d'argent
Afrique vers Afrique, hein, un peu nord-sud, mais essentiellement Afrique vers Afrique. 50 millions de clients qui font ça. Et on a lancé Orange Bank Africa au mois de juillet. Après 6 mois d'existence, moins de 6 mois d'existence, Orange Bank Africa a 350 000 clients. On a fait 400 000 crédits. Et on fait juste le boulot que les banques ne font pas. On rapproche alors depuis 10 ans en Afrique, 10 ans j'exagère peut-être un peu, mais pas très loin. Orange Money, on rapproche 2 portables, hop, la transaction est faite. Exactement. Donc, et maintenant, on fait du crédit. Et il faut imaginer, enfin juste je le raconte parce que cette histoire j'ai adoré, il faut imaginer, je crois que c'était au Kenya notamment que ça avait commencé assez fort, la tournée d'un gars qui vend du Coca-Cola et des bouteilles de Coca-Cola dans les villages du Kenya et qui se fait évidemment rançonner quand il est payé en liquide. À partir du moment où Orange arrive avec des portables, c'est fini, il n'y a plus d'attaque de diligence. C'est extraordinaire. Exactement, et capitalisant là-dessus. On ne fait pas la même chose, nous, aujourd'hui en France, depuis le lancement d'Orange Bank, c'est-à-dire depuis 3 ans. Alors, on fait des choses que les autres ne font pas. Et je pense que ça, j'aime bien ce que vous dites, Stéphane, parce que c'est vrai que c'est dans les valeurs d'Orange que d'apporter l'innovation au plus grand nombre. Aujourd'hui, vous regardez qui sont les clients de la plupart des fintechs, c'est tous les mêmes, hein. C'est des jeunes, mâles, urbains. Vous regardez les clients d'Orange Bank, c'est la France entière. C'est l'âge moyen des Français, c'est le revenu moyen des Français, et c'est la parité homme-femme des Français. Donc on apporte une innovation que les autres, peut-être que d'autres y ont accès dans d'autres néobanques, mais n'empêche que nous, on l'apporte à tout le monde. Et quand on s'appelle Orange, on aime bien se dire que l'innovation, c'est pas juste pour les jeunes mâles urbains, que c'est aussi pour tout le monde. Et ça, vous pensez au Revolut, N26, etc. quoi, voilà. Je pense à l'ensemble des fintechs, l'ensemble des fintechs. Et je vais vous donner un autre exemple. On a lancé pas mal d'innovations. Quand on demande aux clients Orange Bank, qu'est-ce que vous préférez chez Orange Bank ? On a fait des trucs super qui sont très utilisés, comme le virement par SMS. Le virement par SMS, personne ne le fait. Mais vous savez ce que les gens mettent en numéro 1 comme fonctionnalité préférée chez Orange Bank ? C'est le solde en temps réel. C'est bête le solde en temps réel. C'est juste que quand vous faites une dépense, elle apparaît sur votre téléphone. C'est tellement bête que les banques ne le font pas. Aujourd'hui, vous le savez bien. Non, les banques ne le font pas. Non, aujourd'hui, quelques banques le font, mais elles sont très peu nombreuses à le faire. Parce que c'est vrai que les néobanques le font en fait. Non, assez peu. Quelques-unes, mais assez peu. Parce que c'est un tout petit peu compliqué à faire. Bah, moi, il y en a une que je connais qui s'appelle Shine, elle le fait par exemple. Quelques néobanques le font. Société Générale. Quelques néobanques le font, mais ça c'était avant que vous ayez basculé sur Anytime, qui est la fintech qu'on vient d'acheter sur les pros PME. Oui, on va y aller. Mais tout ça pour dire qu'on fait des innovations liées à l'univers telco, le financement de terminal, le virement par SMS. Hein. Je peux envoyer de l'argent par SMS instantanément à n'importe qui soit client Orange Bank ou pas. Mais néanmoins, ce que les gens préfèrent, c'est avant tout le solde en temps réel. Parce que les néobanques, elles pensent tous qu'elles ont des clients qui ont plein d'argent, qui s'en fichent de dépenser, de regarder, de ne pas avoir leur solde. Mais le Français, l'ensemble des Français, ils ont un budget à gérer. C'est important pour eux de savoir où en est leur solde. Et quand on s'appelle Orange, encore une fois, on aime parler à tout le monde et on aime satisfaire des besoins qui ne sont peut-être pas ceux d'une élite, qui sont celles de l'ensemble de la population. C'est ce qu'on essaie de faire chez Orange Bank. C'est intéressant. Et est-ce que vous savez la proportion, je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme que vous employez dans la banque, c'est-à-dire en gros les comptes sur lesquels tombe le salaire. Voilà, le vrai compte bancaire, quelle proportion vous avez vous ? Parce que c'est vrai que là, les néobanques, elles en ont très peu, quoi, finalement. C'est souvent des deuxièmes ou des troisièmes comptes. Quand vous posez la question, vous avez, pardonnez-moi, un peu un raisonnement d'ancien banquier. Le compte sur lequel tombe le salaire, quand on est néobanque, on regarde l'activité des comptes. Alors moi, je peux vous dire, les comptes sur lesquels tombe le salaire, sur mes clients premium... C'est pas le plus important, celui-là ? Non, le plus important, parce que les banques vont vous dire, si vous faites un crédit immobilier chez moi, je veux le salaire. C'est exactement ce qu'elles disent. Je vais vous donner le chiffre. Chez nous, sur nos clients premium, c'est de l'ordre d'un tiers qui ont mis leur salaire. Ah, quand même. Mais sur nos clients premium. Sur vos clients premium. Sur les clients premium, mais les clients premium aujourd'hui sont la majorité de notre conquête. Mais ce qui compte, c'est l'activité des comptes. C'est-à-dire, est-ce que quand vous sortez votre carte, c'est la carte Orange Bank que vous sortez ? Moi, je pourrais vous sortir mes cartes, j'en ai 5 ou 6. C'est la carte Orange Bank que je sors d'abord. Et heureusement. Mais aujourd'hui, on a un taux de clients actifs hebdomadaire qui est 2 fois supérieur à celui des néobanques. Et c'est ça qui compte pour nous. C'est qu'on veut être la carte qu'on utilise. Alors oui, on est banque secondaire parce que les clients, ils ont leur PEA ailleurs, ils ont leur assurance vie ailleurs pour l'instant. Mais ce qu'on veut, c'est que dans la gestion au quotidien, c'est nous qu'ils utilisent, parce qu'on veut leur offrir des services, le virement par SMS, le paiement mobile, des assurances sur leurs achats. Quand vous avez une facture Orange et que vous avez un compte Orange Bank, on vous rembourse une partie de facture Orange sur votre compte Orange. Quand vous faites des dépenses chez Orange, on vous rembourse une partie de vos dépenses. On veut être la banque du quotidien. Autant vous me convainquez quand vous me parlez de stratégie bancaire, autant sur vos synergies. Mais sauf un truc, parce que... Et je l'ai déjà dit d'ailleurs, Frédéric Oudéa, quand il était venu nous voir, enfin c'est un des arguments qu'il met en avant. Il dit, ok, les néobanques, tout ça, machin, lui-même rachète Shine, d'accord. Il dit, mais à un moment, quand il faudra choisir où mettre votre vrai argent, ce sera compliqué pour vous d'aller le confier à une néobanque. Et je dois dire qu'Orange, c'est vrai, offre une
comment dire, une forme de réassurance. Bien sûr. Bien sûr, que la banque lituanienne avec une licence estonienne offre moins. On ne parle pas de celle-là. On parle pas de celle-là. Voilà. Oui, bien sûr, parce que Orange Bank, c'est l'institution Orange, et ça pour les clients c'est rassurant, parce que nous, contrairement à d'autres néobanques, on est en France, on paye des taxes en France, on est assujetti en tant que banque localisée en France aux règles d'anti-blanchiment de la Banque de France, alors que vous prenez d'autres néobanques, et on ne les citera pas, qui opèrent en France depuis l'étranger, elles ne payent pas de taxes en France, elles n'ont pas de collaborateurs en France ou très peu. Moi, tous mes collaborateurs, mon call center est en France, à Montreuil et à Amiens, et puis elles appliquent les règles anti-blanchiment du pays d'où elles émettent leurs cartes. Je pense que ça a de la valeur aussi, ça, aujourd'hui, de se dire que, face à une mondialisation un peu folle, parfois, une institution comme Orange, qui essaye de faire du métier bancaire comme elle fait du métier telco, c'est-à-dire avec de la qualité, en étant présent sur le territoire français, ça veut dire quelque chose. On parle de... Alors, j'ai vu des chiffres dans tous les sens, mais c'est quoi le vrai bon chiffre? Parce que vous avez... moi, j'ai vu 600 000 clients, c'est ça alors, je vais vous donner le vrai bon chiffre. Orange Bank, en Europe, France plus Espagne, c'est 1,2 million de clients, dont 500 000 ont une assurance mobile et 800 000 ont un compte ou une carte. Et en France, 700 000 ont un compte, une carte. Et en France, l'immense majorité est en France. L'immense majorité est en France. Ouais, mais les fameux 4 ou 500 000, effectivement, qui est une assurance mobile, vous ne pouvez pas les compter comme clients bancaires, ceux-là. C'est juste qu'ils ont pris l'assurance mobile pour Orange Bank, mais c'est pas, enfin, je sais même pas combien ça peut coûter une assurance mobile, mais c'est pas les quelques autant qu'une carte bancaire. C'est pas les quelques euros par mois qu'ils vous donnent qui font. Autant ça compte autant qu'une carte bancaire. Donc pour vous, c'est un client bancaire, ça, le gars qui assure son mobile. Là aussi, Stéphane, je me permets, vous raisonnez un peu comme les banquiers traditionnels, pour qui il y a le compte. Alors quand on a le compte, c'est important, et après, comme sur une marguerite, on va mettre des pétales autour du compte, l'assurance vie, la carte et tout. Ouais. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le Français, il consomme de la banque comme n'importe quel produit. C'est-à-dire qu'il va prendre son assurance là, il va prendre son crédit là, il va prendre son compte là. Le monde où on force le client dans une relation un peu quand même de puissance de la part du banquier à s'équiper d'un compte, et après on lui dit « Oui, tu as été un bon client, donc maintenant je vais te donner droit à un crédit. Ouais. » Ou je propose... Non, le client, il fait son marché bancaire. Et bien chez nous, sur les 1,2 million, vous en avez 500 000 qui ont une assurance, effectivement, et que ça. Et puis vous en avez le reste, 700 000 qui ont un compte ou un crédit. Mais c'est le client qui choisit ce qu'il veut, c'est pas moi qui lui dis « Tu commences par rentrer par ce produit. » Je peux vous le dire, ça m'est arrivé hier. Je vais pas citer la banque, mais ça m'est arrivé hier. Vous faites une opération et le gars vous dit « Tiens, je vais en cadeau vous donner une carte premier, mais elle sera au même prix. » Mais je m'en fous complètement, j'en ai pas besoin, c'est absurde. C'est exactement ça. Parce que... Et alors, non, mais pour en rester, parce qu'on a beaucoup de temps et c'est très sympa, mais le temps tourne quand même. Et donc, ça veut dire que pour Orange, dans sa stratégie, c'est finalement m'accompagner, moi, particulier client, dans un autre univers de ma vie et m'entourer de la marque Orange dans un autre univers de ma vie. En faisant en sorte que sur chaque produit que je vends aux clients, je rajoute un petit bout de contenu Orange. Et donc ça va être. Et ça vous freine pas justement dans votre développement? Il n'y a pas parfois des, comment est-ce que je vais appeler ça, des oppositions de stratégie ou des biais de stratégie qui font que Orange va vous demander de faire quelque chose que en fait vous n'avez pas forcément envie de faire? Mais moi, je n'existe pas pour faire de la banque pour la banque. Moi, je fais de la banque pour Orange. Autrement, Orange Bank, ça serait une néobanque de plus. Mais personne ne pourra nous voler le fait de faire du cashback sur Orange, le fait de faire du virement par SMS. C'est une invention brevetée par la recherche Orange. Orange, chaque année, a des milliers de chercheurs et on a dû déposer 300 ou 400 brevets sur le domaine bancaire. Et donc, autrement, on serait une néobanque de plus. On est la néobanque d'Orange, on se parle mais plusieurs fois par semaine avec la patronne d'Orange France, Fabienne Dulac, on est totalement alignés. Elle a besoin de ce petit outil qu'est la banque, et nous, on a besoin d'Orange, notamment pour nous distribuer, puisque... 300 à 400 brevets sur le domaine bancaire? Oui, bien sûr. Le virement par SMS, le domaine bancaire partout dans le monde. Et autour des paiements, autour de l'ensemble de ces éléments qui sont aujourd'hui les éléments les plus critiques. Hein, Jack Ma, Alibaba, Ant Financial, enfin on parle que de ça, Wirecard, etc. J'espère pas finir en prison pendant 30 mois. Mais... Exactement. Mais notamment avec sa fortune, ça se joue. C'est vrai. Ça se discute. Ça se discute. 3 mois de prison en Chine pour la fortune de Jack Ma. Je suis pas comme ça, moi. mais tous ces 300 brevets, c'est notamment aussi en Afrique, hein, quand on a inventé le transfert d'argent, Orange Money, quand on a inventé Orange Bank Africa. Orange Bank Africa, on prête à des gens que les banques ne regardent même pas, on leur accorde un crédit dans la seconde.
ça demande quand même un peu d'intelligence. Et ça, les banques n'arrivent pas à le faire. Juste un truc comme ça, vous n'allez pas vouloir répondre, mais il y avait eu l'idée de mettre en bourse cette puissance africaine là à un moment, et puis ça a été oublié, laissé de côté. Ça fait partie des réflexions. Ça fait partie des réflexions, mais il n'y a pas. À un moment, c'était demain, quoi. Ça y est, on allait le faire absolument. Et puis ce qui est certain, c'est que ça raconte une histoire dingue. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'Orange en Afrique, c'est incroyablement puissant. Et c'est vrai, je trouve que les investisseurs ne le valorisent pas à la hauteur de ça représente en termes de croissance, en termes de qualité, puis même en termes d'impact sociétal. Et alors, les investisseurs vous dire l'Afrique c'est dangereux. Non. Quand on regarde la trajectoire d'Orange en Afrique, c'est une trajectoire qui est extrêmement stable. Donc oui, je regrette effectivement que les investisseurs ne le valorisent pas plus. On parle, mais on oublie l'essentiel, effectivement, qui est Anytime. Et donc, ce qui était le claim de cette interview, c'est-à-dire, vous débarquez sur le marché business. Exactement. Avec donc cette néobanque Anytime. On a acquis Anytime en toute fin d'année dernière. Française, Anytime? Française. Je ne connaissais pas. Créée, entre la France et la Belgique, mais créée par deux Français, deux entrepreneurs qui avaient déjà créé une entreprise avant, qui ont créé Anytime ensuite, Damien Dupuis, Thierry Père. Et Anytime, c'est une banque dédiée aux pro-PME. Mais ce qu'on a aimé, c'est que c'est plus qu'une banque, comme Orange Bank. C'est-à-dire que vous allez chez Anytime, vous êtes entrepreneur. Stéphane, vous pouvez le savoir. Ce que l'entrepreneur n'aime pas faire, c'est tout ce qui n'est pas son cœur de métier. Et bien, chez Anytime, on vous l'apporte. C'est-à-dire, vous pouvez faire votre création d'entreprise. Ça gère vos comptes, vous pouvez faire des devis, vous pouvez envoyer des factures, relancer les clients. Et puis, tous les mois, toute l'info qui est dans le compte Anytime, hop, ça part directement dans votre compta sans que vous ayez rien à faire. Ça veut alléger la vie de l'entrepreneur et ça réussit plutôt bien. Je suis obligé de le dire, mais Shine ou Conto font la même chose. Hein. Mais c'est très très bien, c'est absolument formidable. Avec un chez Anytime, un positionnement peut-être un tout petit peu plus haut de gamme en termes de clients, effectivement, mais c'est effectivement assez proche. C'est-à-dire, c'est vrai qu'elle cible plutôt, notamment Shine, les indépendants, les auto-entrepreneurs, les gens comme ça. Anytime aussi, mais quand on regarde le mix client, il y a aussi chez Anytime une proportion d'entreprises un peu plus importante. Et alors là, pour le coup, vous allez nous refaire le coup des offres groupées, avec Orange Business, et là, il y a un enjeu... alors, offres groupées, j'aime pas le mot, mais oui, on va effectivement packager des offres pour les entrepreneurs. Par exemple, Anytime, c'est tout ce que je vous ai apporté, tout ce que j'ai dit, mais Orange, chez les entrepreneurs, c'est de la téléphonie, c'est de la cybersécurité, c'est aussi de la gestion CRM. Orange propose aux clients entrepreneurs de gérer leur site internet, d'organiser tout le CRM, le Customer Relationship Management. Avec Anytime, on pourra proposer à l'entrepreneur tout un ensemble de services qui auront du sens pour lui. Bon, c'est intéressant, hein. C'est un très bon projet. C'est intéressant. C'est un marché plus rentable, le marché entreprise? Oui, beaucoup plus rentable que le marché particulier. Pour la banque, je parle. Hein, Sur le marché entreprise, vous avez, y compris pour les fintech, souvent un revenu annuel par client qui est de l'ordre de 400 à 500 euros. Sur les particuliers, alors ça c'est un des éléments que j'ai changé en arrivant chez Orange Bank il y a 2 ans. On était très largement sur du gratuit. 20% des clients prenaient... Enfin, même sur du perdant, parce qu'il y avait la conquête client que vous n'arriviez pas à rattraper. Mais 20% des clients chez Orange Bank il y a 2 ans prenaient une offre payante. Aujourd'hui, c'est 80% de nos clients qui prennent une offre payante. Comment ça se fait? C'est qu'on a investi sur la qualité de l'offre, qui est une qualité maintenant très très solide. Enfin, on a un net promoter score qui a de part avec les meilleurs des fintechs. Donc ça, c'est la recommandation par ceux qui sont clients. Exactement. C'est la part des clients qui vous recommandent, moins ceux qui ne vous recommandent pas. Donc on a un des meilleurs NPS du marché. On a une offre premium qui a maintenant un contenu assez fort, ce qui fait qu'on est passé de 20% de clients payants à 80% de clients payants. Et vous perdez encore, 100 millions d'euros par an? Un peu plus. L'an dernier, Orange Bank aura perdu autour de 130 millions d'euros. Mais je comprends, c'est dans le cadre d'une stratégie. À un moment, quand même, vous avez la pression pour devenir rentable, on vous dit... Évidemment. Et depuis 2 ans, on a réduit nos pertes de 25%. Mais vous voyez, c'est toujours amusant, quand amusant ou pas, je ne sais pas. Mais on me dit Orange Bank a perdu 130 millions d'euros. Je serais une fintech, on me dirait, on a investi 130 millions d'euros dans Orange Bank, c'est super. Tu as parfaitement raison. Et c'est des investissements. Tu as parfaitement raison. Et quand Orange installe des réseaux fibres, c'est des investissements. Orange investit dans la banque. Et la vision de Stéphane Richard, c'est une vision long terme sur la banque. Et c'est ça qu'on est en train de réaliser. Paul Delos, le directeur général d'Orange Bank, était notre invité sur Bismart. Donc on repart avec Gonzague de Blinière, le cofondateur de Raise. Bonjour Gonzague. Bonjour, on reste entre banquiers parce que vous êtes ancien banquier. Investisseur. Oui, mais ancien banquier. Investisseur. J'ai jamais été banquier de ma vie. Comment ça? J'ai commencé à la Banexi, qui est une filiale de la BNP, qui était la banque d'investissement de la BNP. D'accord. Je suis content de vous apprendre quelque chose, Stéphane. Mais... Apprendre quelque chose d'un journaliste, c'est sympa. Mais à un moment, vous avez été banquier quand même. Non, j'ai jamais été banquier. Jamais.
C'est pas un péché. Oui, c'est pas une marque d'infamie, c'est pas la fleur de lys sur l'épaule. Jamais été manqué. Il y a deux choses, Gonzague. Donc, je le disais en sommaire, j'ai fait venir là trois. Alors, société d'investissement. Parce que vous êtes des chouettes baromètres de ce qui se passe en ce moment. Donc c'est la première chose. Et puis ensuite, il faudra qu'on garde un peu de temps pour parler du modèle de Raise, parce que, alors j'ai appelé ça d'ailleurs le défi du partage, parce que même dans ma réflexion personnelle, ensuite on en parlera avec Denis Père qui viendra nous voir, on se rend bien compte que là on arrive à une forme d'impasse et que vous apportez, vous par exemple, des solutions. Enfin, le sujet du partage est un sujet qui commence à m'intéresser. Voilà, comme quoi. Et si même moi, à un moment, je me mets à réfléchir à ça, c'est que du bonheur. Voilà. Que du bonheur. Je crois qu'il n'y a plus que Attila et les Huns derrière qui. On est tranquille. Donc Babylou, les crèches Babylou. Je parle sous votre contrôle parce que pas mal de mid-cap, c'est ça. Vous investissez dans les mid-cap, vous investissez dans l'immobilier. Les start-up. Un petit peu. Oui, mais ce qui m'intéresse en fait, c'est small-cap, mid-cap pour la façon dont vos participations sont en train de passer le choc et surtout dans la perspective d'un nouveau choc. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? Alors, vous savez, le monde du private equity, vous le connaissez très bien, Stéphane. On investit à un temps T et on revend 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, même plus tard, après. Ouais. Nous, comme nous sommes une société anonyme, on n'est pas un fonds, on peut vendre plus tard. On peut garder plus longtemps nos participations puisqu'on n'a pas besoin tous les 3-4 ans de lever de l'argent. On est ce qu'on appelle evergreen. Les gens du private equity, et nous les premiers, comme tout le monde, on choisit toujours les meilleurs managers sur le meilleur secteur, dans le meilleur marché. Donc déjà, ça vous donne une cible qui est plutôt résistante et résiliente aux crises en général. Ouais. Personne n'avait imaginé, avant le 17 mars, une crise de la pandémie, ça c'est clair. Nous, dans notre portefeuille, on a 13 participations, on en avait 18. Elles ont plutôt bien résisté. On n'en a pas une seule qui est dans le monde de l'aéronautique, qui s'appelle Socomore, qui est une entreprise qui traite les surfaces des avions juste avant de les peindre. Alors là, elle a beaucoup souffert, mais le patron, qui s'appelle Frédéric Lescure, est un type exceptionnel. Il a switché tout de suite dans la fabrication du gel hydroalcoolique. Donc il a fabriqué du gel hydroalcoolique, il a fabriqué des masques. Il avait l'outil industriel adaptable. Il s'est dit il faut que je switch vite. Il avait l'outil adaptable, il n'a pas changé beaucoup dans son outil. Vous savez, c'est des cuves, vous imaginez des cuves. Non, je ne sais pas. Donc vous avez des cuves pour traiter la surface. Donc il les a transformées, il les a réadaptées, il a refait son outil de production et il a réussi à switcher dessus. On a des entreprises comme CWF. Non, mais attends, j'adore ça, Gonzague. Et donc le gars, il s'est fait. Je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires. Vous l'avez en tête. 60 millions. Mais il n'a pas été chercher un chiffre d'affaires équivalent à ce qu'il avait. Non, mais il a connu la crise. Vous savez, la crise. Le confinement a eu lieu en mi-mars. Ça a commencé à se sentir dans les entreprises à partir de, on va dire, juillet, août. Dans les chiffres, ça a commencé l'été, en septembre. Et là, pendant ce temps-là, il a reconstruit son usine pour faire autre chose. C'est ça qui est... Et ensuite, il va quand même repartir sur l'aéronautique. Ensuite, il va repartir du moment où il a fait une acquisition. Il est en train de faire une acquisition dans un métier connexe, et puis ça va repartir. C'était des métiers de très très long terme. Ça, c'est quelque chose parce que beaucoup m'en parlent. Il va y avoir énormément de M&A à la sortie de l'ensemble de cette histoire. Alors, il peut y avoir beaucoup de M&A, beaucoup de transactions. Je pense qu'il va y avoir surtout une remise en cause du monde de l'investissement. Parce que moi qui suis un des plus anciens dans l'investissement, puisque j'ai commencé non pas dans la banque, mais dans la banque d'investissement, en 81, quand même ça fait longtemps, j'en ai connu des crises. Et en fait, au fur et à mesure des crises, on a souvent pris les crises comme des opportunités pour le monde de l'investissement. Ouais. Le lendemain de la crise, on investit bien, donc c'est un bon vintage, on investit au moment où l'économie est un peu bas, et puis quand on revend, on investit. C'est plus comme ça que ça va marcher. Je pense qu'il faut investir au moment où les entrepreneurs en ont besoin. Et c'est pour ça qu'on a créé Raise avec Lara Guémard, c'est que notre angoisse, notre souci, c'est d'être plutôt un outil utile et bienveillant plutôt pas un piqueur d'assiette. Utile et bienveillant, mais il faut quand même derrière un taux de rentabilité. Il faut un taux de rentabilité, mais quand vous regardez le taux de rentabilité des fonds d'investissement, il y a un peu de marge pour faire un peu mieux dans l'impact, un peu mieux dans la bienveillance, rester un peu plus longtemps. Nous, chez Raise, on est plus attirés par le multiple que par le TRI. Si on vous dit vous faites 2 fois la mise en 2 ans, c'est magique. Si vous dites vous faites 2 fois la mise en 8 ans, c'est aussi très bien, mais le TRI est beaucoup plus faible. Patrick Artus, qui reviendra nous voir, d'ailleurs, lui, c'est le cœur de sa réflexion, c'est qu'aujourd'hui... Il faut donner du temps. Non, le TRI est trop important. Oui. Les demandes des investisseurs sont trop importantes
pour laisser suffisamment de place à l'investissement. Et donc, le blocage de productivité qu'on voit tous depuis des années, pour lui, c'est le cœur du truc, en fait. Je suis TRI aujourd'hui et le coût du capital. Je suis à 50% d'accord avec lui. Je pense qu'on ne donne pas assez de temps au temps. Mais quand on regarde, parce qu'il le dit depuis très longtemps, Patrick Artus, qu'on demande trop de rentabilité aux capitaux investis. Mais quand on regarde depuis des années, c'est toujours la même chose. Et plus on a... C'est trop parce depuis qu'on a des années. trop de liquidités. Il y a trop de cash. Le cash, quand vous avez beaucoup de cash que vous avez besoin de déployer, vous devez acheter, investir. Alors quand vous investissez dans vous êtes, alors c'est très bien qu'on ait cette discussion, Gonzague. Quand vous êtes avec des parlant de raise aussi quand même. Quand vous êtes, mais bien sûr, mais on a le temps. Vous avez Bismarck, c'est génial, pour ça. Voilà. génial. Quand on est face à des taux zéro, mais on peut accepter justement d'avoir un peu moins que, c'est quoi le TRI classique, 8, 9, 10, 15%. On peut être en dessous justement. Oui, mais l'entrepreneur, il n'a pas envie de s'endetter. Par nature, l'entrepreneur, par nature, il n'a pas envie de s'endetter, il n'a pas envie d'ouvrir son capital. C'est ça, sa nature. Ça, c'est vrai. Il n'a pas envie de s'endetter, il n'a pas envie d'ouvrir son capital. Et quand il ouvre son capital, il ne veut pas perdre sa gouvernance. Et c'est là où Raise existe. Il y en a d'autres, on n'est pas les seuls. Donc il ne veut pas perdre sa gouvernance. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut qu'on reste longtemps avec lui. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on lui dise « Un jour, monsieur, moi l'investisseur, je veux sortir ». Il veut qu'on lui dise « Toi l'investisseur, je pense que c'est le bon moment que tu sortes pour moi l'entreprise ». Ah, ouais. C'est ça le reverse. Ouais. Et c'est là où je pense que Patrick a raison. Arthus, il a raison. C'est qu'on n'utilise pas l'argent exactement comme il le faudrait. Ça vient doucement, mais on ne l'utilise pas comme il le faudrait. Et des crises comme celle-là, quand même, qui sont des crises majeures, parce que c'est l'arrêt de l'économie, ce n'est pas une disruption de l'économie, elle nous fait réfléchir quand même. Cette question, justement, de fonds propres, les entrepreneurs vont y réfléchir différemment après le choc qu'ils ont traversé, là ? Je crois que d'abord les entrepreneurs sont de plus en plus sophistiqués. Ils commencent à connaître tous les fonds, ils commencent à même les benchmarker. Ils disent celui-là est sympa, celui-là n'est pas sympa, celui-là il tourne vite, celui-là il reste plus longtemps, celui-là il a une vraie connaissance du marché, de la santé, de je sais pas quoi. Voilà, donc ils ont une vraie connaissance des fonds. En plus, ils ont une vraie connaissance de la manière dont on peut gérer la gouvernance. Ces fameux packs d'actionnaires qui sont quelquefois assez sophistiqués. Ouais. Donc ils sont de plus en plus aguerris à ce genre de partage avec les investisseurs. Et maintenant, ils ont de plus en plus d'outils à leur corde. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller chercher de l'equity pur, ils peuvent aller chercher du quasi-equity. Comme tu le disais, ils étaient réticents à ouvrir leur capital. Ils le seront toujours, mais pas exactement pour la même raison. C'est-à-dire que ça donne une solidité, là, qui a été bien utile à certains. Ils étaient réticents pour une histoire d'argent et de partage de patrimoine. Maintenant, ils sont réticents, bien sûr, pour une histoire de partage de patrimoine, mais essentiellement pour qu'est-ce que vous m'apportez en plus de l'argent. Ouais. Qu'est-ce que vous m'apportez en plus de l'argent ? C'est ça qui est fondamental. Ouais, c'est ça. Donc, vous voulez ouvrir votre capital. Si vous ouvrez votre capital, Stéphane, vous n'allez pas chercher un investisseur qui vous apporte rien. Non, c'est clair. Vous allez chercher un type sympa, un type qui vous laisse la gouvernance, qui vous laisse le pouvoir, et en plus qui peut vous apporter du business. Et surtout, qui nous donne du temps. Et qui vous laisse du temps. Qui a la solidité et qui nous donne du temps. Ça a été ça le critère. Voilà, c'était. D'où l'idée qui est en train de naître doucement dans le monde entier pour les investisseurs des fameux evergreen. Vous savez, on oppose toujours, soit vous investissez avec un fonds qui a une durée de 10 ans et qui s'éteint au bout de 10 ans, soit vous investissez avec une société anonyme, mais le problème de la société anonyme, c'est qu'elle dure 99 ans, et quand vous avez fait une plus-value, vous ne rendez que la plus-value, vous ne rendez pas le nominal. Le gros avantage pour l'investisseur, c'est qu'il peut rester longtemps, il peut revenir chez Babylou comme on l'a fait, il peut revenir chez Questel comme on l'a fait, il peut rester actionnaire beaucoup plus longtemps qu'un fonds classique. Tu en as une autre histoire comparable à celle de... Questel, qui est une affaire, qui était une ex-filiale de France Télécom, d'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait France Télécom, qui est une boîte dans les data, dans la gestion des data. Vous déposez un brevet, avant de déposer votre brevet, vous essayez de faire une étude avec des données, énormément de données, sur le bon endroit, la bonne manière de déposer le brevet. Quand nous sommes rentrés chez Questel, à l'époque, ça faisait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros de débit. De résultats d'exploitation. C'est exceptionnel. Le type, on lui a laissé la gouvernance, on lui avait laissé la majorité à l'époque, parce que maintenant les montants commencent à être colossaux, et puis il a fait beaucoup de croissance externe et de croissance interne. Mais avant de choisir son actionnaire, il a fait vraiment une... C'est tout juste s'il n'avait pas dîné avec... Marc Chauvestiaux. Ah non, mais c'est là. Il avait besoin de vraiment... Il vous a regardé les dents. Mais presque ça, la personnalité d'être... Est-ce que vous, Gonzague de Minière ou Mathieu Blanc, parce que c'est Mathieu Blanc qui gérait le dossier, vous êtes associé, vous êtes actionnaire, vous allez rester longtemps... c'est vous qui allez suivre mon dossier pendant toute la durée quand est-ce que vous voulez sortir
Donc les entrepreneurs sont de plus en plus exigeants et c'est tant mieux. Donc, Raise, le modèle, c'est, je l'ai écrit pour être sûr, toutes les équipes d'investissement reversent 50%, on va dire, de leur intéressement, c'est ça ? Après le succès d'une opération. Et ils le reversent à des causes philanthropiques. À une cause philanthropique, qui est un fonds, qui est une fondation qui s'appelle Raise Sherpa. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Clara Guémard, quand on a voulu créer Raise, moi je voulais créer avec elle une fondation pour aider le pays. Le pays, il m'a nourri, il m'a logé, il m'a soigné, il m'a éduqué, il me permet d'entreprendre. C'est en plein French bashing. Souvenez-vous cette phrase de Libération, il y avait une première de coup, c'était Jeunes de France, barrez-vous, barrez-vous. Oui, mais bien sûr. Et c'est à ce moment-là que on s'est dit avec Clara, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on voulait créer une fondation, mais pour créer une fondation, il faut faire la quête. Et c'est très difficile de faire la quête. Donc on s'est dit avec Clara, pourquoi ne pas créer notre business que moi je connais d'investisseurs. Quand vous faites une plus-value, vous avez 80% de la plus-value qui va à l'investisseur et 20% à l'équipe. Ce que vous ne pourrez pas dire, et on est les seuls au monde à le faire, c'est pas 20% qui va à l'équipe, c'est 10% qui va à l'équipe et 10%, donc la moitié, qui va à cette fondation Raise Sherpa qui, elle, aide les entrepreneurs et les startups de façon philanthropique. 2013, on a été voir tous les grands groupes, les Danone, les Total, les Schneider, tous les grands groupes, on a, je pense, 2/3 du CAC 40 actionnaires chez nous, des institutions, des banques, des grandes familles aussi, et on leur dit, voilà, on veut créer quelque chose de bienveillant, citoyen et rentable. On n'a pas eu en face de nous des gens qui nous disent quel TRI vous nous donnez, au bout de combien de temps, etc. Non, moi c'est plus tes équipes qui m'intéressent. C'est les gars qui reversent, parce que Danone qui vous aide un peu, ça ne pose pas de problème. Donc on s'est dit... c'est les gars qui enlèvent 10% de leur prime. Il fallait quand même les convaincre. On a quand même récolté 450 millions d'euros. C'est quand même pas rien. On est Evergreen, c'est pas rien. Maintenant on a 1 milliard de sous-gestion avec toutes les talent, donc il n'y a pas que ça. Même si on a du talent, il faut quand même convaincre la personne. Et après on a recruté des gens. On a des premiers qui sont Mathieu Blanc, Alexandra Dupont, qui sont des professionnels d'investissement. On leur a dit, écoute, voilà, démarre, viens chez nous. Au début, on ne pouvait même pas les payer. Donc pendant 6 mois, ils n'ont pas été payés. C'est une aventure incroyable. On fait un fonds unique. On a un peu envie de changer le monde avec Clara Guémard. On a envie de démontrer que la finance bienveillante qui partage... Attends, je termine. Donc, la finance bienveillante qui partage... Et ils sont venus naturellement. Et aujourd'hui, c'est plus un sujet de recruter quelqu'un. Clara et moi, on reçoit... 4 CV par semaine. Parce que c'est quand même, il faut le dire d'un mot, c'est quand même des profils, enfin les gars, les filles qui sont là, c'est des avions, quoi. C'est-à-dire, ils vont n'importe où. On peut me les débaucher comme ils veulent, absolument. Et donc cette fameuse quête de sens, enfin toutes ces histoires qu'on nous raconte là à longueur de journée, là visiblement ça fonctionne. Ça fonctionne avec Clara et maintenant toute l'équipe. On est une 60aine, maintenant c'est quand même pas mal. Depuis le premier jour, on a travaillé sur notre raison d'être. Quelle est notre raison d'être ? Pourquoi tu es venu travailler chez nous ? Pourquoi tu veux créer Raise avec nous ? Quelle est ta motivation principale ? Et je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, j'avais fait un article en disant « Je préfère être admiré pour ce que je donne que pour ce que je gagne ». C'est tout bête. Mais eux, ils ont non seulement le sentiment d'être utiles, parce que la fondation que nous avons créée, Raise Sherpa, elle est dans nos locaux. Donc le Mathieu Blanc, Alexandra Dupont, toutes les équipes qui, elles, sont des stars, comme tu le dis, ils se retrouvent à la cantine avec le patron de la fondation qui n'aura jamais d'intéressement, avec toute l'équipe de la fondation, ils sont une dizaine qui, eux, n'ont pas d'intéressement. Et ils voient ce qu'ils font concrètement. Et ils voient ce qu'ils font, et les gens de la fondation, ils savent qu'ils existent par la réussite de cette équipe de Raise Investissement, Raise Immobilier, Raise Venture. Et tout ça, ça s'échange. D'autant plus que notre écosystème, et ça on ne l'imaginait pas au départ, tout le monde se parle. Les grands groupes viennent céder des innovations et des startups qui sont chez nous, nos actionnaires. Les investissements dans le qu'on le fait, les Babylou, tu pourrais demander à Rodolphe Karl, il a vu beaucoup de startups qu'on avait dans notre écosystème. Ils viennent chercher peut-être le business de demain. Et tout ça, ça se parle. Les startups sont ravis d'être aidés. 50 secondes, Gonzague, dans, je le disais, allez, on va dire les impasses de notre système actuel, le partage et cette forme de partage, je crois que c'est une solution. On a une conviction profonde qu'on est dans un monde où on ne partage pas assez. On ne pourra pas révolutionner le capitalisme, il existe tel quel. Et il est efficace. Et il est efficace, mais il est dur, il n'est pas assez long et pas assez partageux. Et donc, ce mouvement pour l'économie bienveillante qu'on avait créé il y a 3 ans, on a quand même près de 5000 signataires, donc 5000 entrepreneurs qui partagent cette idée que de partager, ça rend plus efficace. Et il faut arrêter d'opposer le profit et le don. Faisons un profit intelligent
qui partage intelligemment dans son propre métier. C'est ça la finance de demain et c'est ça qu'on a voulu créer avec Clara il y a 7 ans. Non, parce que autant je comprends, si tu veux, comme tu le dis, le gars qui a bien travaillé et qui à un moment redonne une partie de ce qu'il a gagné, aucun problème. Mais pour moi, les vrais héros, c'est les jeunes gens qui te rejoignent maintenant. C'est vrai, c'est exactement ça. Qui démarrent de rien et qui, en démarrant de rien, disent déjà mon rien, je vais commencer par le partager. C'est tout à fait vrai et j'espère qu'il y en aura plein d'autres demain et j'espère que ces héros-là, ils vont vieillir avec nous. Ouais, tout à fait. Gonzague de Blinière, donc le cofondateur de Raise, était notre invité sur Bismart. Et donc on va terminer avec Denis Père. On va terminer. Vous inquiétez pas, Denis, on a 22 minutes, hein, donc on a le temps de s'expliquer parce que donc Denis Père qui écrit un bouquin qui s'appelle Le contrat mondial. Vous me parlerez. Un peu compliqué le contrat, Denis. Hein, je vais essayer de vous le faire en plus simple. Oui, mais je ne doute pas que vous me le ferez en plus simple. Mais non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quoi? C'est les 30-40 dernières pages. Ouais. Et avant, c'est, alors, encore le dire d'un mot, c'est-à-dire Denis Père, le premier entrepreneur français qui a été se faire coter au Nasdaq et qui dit... On a complètement raté la mondialisation. Notre mondialisation est un échec, un semi-esclavage généralisé et une ruine. Oui, je parle de semi-esclavage, pas forcément généralisé, mais oui, c'est vrai. Ah si, vrai. Je crois que tu le dis. Si je l'ai noté, si je l'ai noté, c'est que tu le dis. J'utilise le terme de semi-esclavage, pas forcément généralisé. Non, mais ça doit être globalement autour de la Chine, voilà. C'est ça, entre autres. Et un appauvrissement, notamment de l'industrie, de l'ensemble des pays développés. Absolument. Absolument. Ce constat, je l'ai fait au fil des ans, mais il m'est apparu évident en 2016. En fait, le choc, ça a été 2016. Ça a été l'élection de Trump, le Brexit, où on a vu cette révolte des classes populaires dans ces pays qui est totalement corrélée effectivement aux délocalisations. Ça a même été prouvé par un certain nombre de scientifiques, j'en parle dans le livre, un économiste du MIT qui s'appelle David Autor, qui a montré que les counties, les circonscriptions américaines qui avaient le plus voté pour Trump étaient celles qui avaient été le plus touchées par les délocalisations vers la Chine. Donc il y a vraiment une corrélation très très directe. Et puis c'est mon expérience aussi de développeur de solutions de stockage d'énergie qui m'a ouvert les yeux. Où effectivement, moi je connaissais la mondialisation heureuse. Moi j'ai passé 30 ans à développer des sociétés. Business Object, c'est la mondialisation heureuse. C'est la mondialisation heureuse, bien sûr, et qui a là aussi... C'est un jeune entrepreneur français qui se retrouve... Mais il y a eu cette mondialisation heureuse dans des pays qui ont des règles similaires. Les pays développés ont tous la même histoire. Ils ont 150 ans d'histoire industrielle, donc à peu près 150 ans d'histoire sociale et 50 ans d'histoire environnementale. Donc ils ont les mêmes règles, ils ont les mêmes normes. Et puis vous avez les pays émergents, les pays en développement, qui eux ont démarré leur industrialisation il y a très peu de temps, il y a 20, 30 ou 40 ans. Et donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient des normes sociales aussi riches, aussi sophistiquées, aussi élaborées, et donc les coûts qui vont avec. Parce que quand on a des normes élevées, on a des coûts élevés. Il y a une corrélation directe aussi entre le taux horaire de main-d'œuvre et par exemple le niveau de dépenses sociales, ce que je montre dans le livre. Par exemple, la Chine aujourd'hui, on est à des taux horaires de l'ordre de 5 € de l'heure, quand en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, on est à 30. Et le niveau de dépenses sociales dans le PIB en Chine, d'après l'OCDE, c'est une estimation, mais c'est de l'ordre de 8%. Le niveau de dépenses sociales en Europe de l'Ouest, c'est 26%. Aux États-Unis, c'est 30%. La France, c'est le record du monde, c'est 31,5%. Donc, on a une corrélation très directe entre des normes sociales qui sont très ambitieuses, des coûts qui sont élevés, parce que qui dit normes sociales dit protection sociale, dit retraite, etc. Donc des coûts qui sont élevés. Et dans les pays émergents, c'est normal, ils démarrent leur industrialisation, et donc ils ont des normes sociales qui sont beaucoup plus réduites, et donc des coûts plus faibles. Et donc pourquoi c'est un problème? Parce que quand vous organisez une Coupe du Monde de foot entre des pays qui ont des règles extrêmement strictes et des pays qui ont des règles qui n'ont pas de règles, ou très peu, et que... Ceux qui n'ont pas de règles gagnent la Coupe du Monde de foot. Exactement. Mais Denis, ça Exactement. Le péril jaune, oui. C'est un texte, alors je voulais te l'amener, je ne te l'ai pas amené, qui date de 1905. Oui. En 1905, déjà, tu as le Denis Père de l'époque qui écrit « L'ouvrier à 1 sou tuera l'ouvrier à 1 franc ». Mais moi, je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, si tu dis corrélé aux délocalisations, c'est que rien n'est venu le remplacer, en fait. C'est qu'on a nous-mêmes arrêté d'innover, finalement, pour continuer cette course au progrès que l'on... On n'a pas arrêté d'innover, Stéphane. Simplement, c'est très compliqué. Moi, je le vis tous les jours.
Un exemple très concret. Moi, je développe des solutions de stockage d'énergie à base de pompage-turbinage. Donc, c'est des gros chantiers de génie civil. On crée des bassins d'eau, on pose des conduites forcées, etc. Donc, nous, on a des employés qui sont aux normes sociales occidentales. On doit respecter aussi les normes environnementales. On doit, par exemple, détourner une conduite forcée en Martinique pour pas impacter des orioles, qui est une espèce protégée quand ils viennent nidifier. Et c'est très bien. J'ai le nom de la nature dans le nom de ma société. En face de moi, Nature and People First. En face de moi, j'ai des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est une concurrence qui est totalement déloyale. Je suis un ancien membre de l'autorité de la concurrence. J'ai été habitué à évaluer des situations de concurrence. Ça s'appelle de la concurrence totalement déloyale. Pourquoi ? Parce que... Et tu dis quoi ? Il y a eu une fracture quand ? Tu dis 2016, mais il y a eu une fracture quand ? Non, la fracture, je la raconte dans le livre parce que c'est très intéressant, effectivement, et c'est historique. La fracture, elle date en fait du choc d'excellence japonais des années 80. Moi, j'étais jeune employé dans une boîte de semi-conducteurs aux États-Unis à cette époque, et j'ai vu les Japonais arriver avec des technologies, avec des mémoires qui coûtaient pas cher. Et ça venait de quoi ? Ça tenait à quoi ? Ça tenait à des méthodes managériales exceptionnelles qui avaient été enseignées d'ailleurs par les consultants américains au lendemain de la guerre. C'était les cercles de qualité, c'était le Kanban, le just-in-time, etc. Denis. Je termine. Non, restons sur Jack. Tu t'en souviens de Jacques Calvet ? Pardon pour ceux qui n'ont pas 50 ans. Jacques Calvet, il disait exactement ce que tu dis là. Il nous faut des barrières, l'automobile japonaise va nous submerger. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a la révolution automobile allemande. C'est bien l'innovation qui te fait sortir de ça, pas des barrières. Oui, mais bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je termine sur l'exemple japonais. Parce qu'effectivement, les Allemands ont choisi cette voie-là. Et c'est remarquable. Mais c'est pas ce qu'ont fait les Américains. Qu'ont fait les Américains à ce moment-là ? Ils ont essayé de mettre en œuvre effectivement les méthodes japonaises. Et puis, ils y sont pas suffisamment arrivés. Et donc, à un moment donné, les Américains, on les connaît bien. Moi, je les connais bien. Je les fréquente depuis très longtemps. Ils aiment bien les solutions rapides et faciles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on va arrêter d'essayer de se battre, d'essayer de devenir japonais. Le choc, ça a été quand Toyota a ouvert des usines aux États-Unis et a réussi à sortir des voitures beaucoup moins chères avec des ouvriers américains, avec le contexte législatif et fiscal américain. Ils sortaient des voitures qui étaient beaucoup moins chères. Donc, les Américains ont dit, non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Parce qu'effectivement, la bonne réponse, c'était de lutter sur l'excellence. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on va aller chercher, pour baisser les coûts, on va aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et ils ont fait le NAFTA. Donc, là, les multinationales américaines... Voilà, c'est ta grande théorie. C'est les multinationales américaines ont embrouillé, en fait, les responsables politiques en leur disant, on n'a pas le choix, il faut qu'on délocalise. C'est documenté, c'est historique, c'est de l'histoire aujourd'hui. J'en parle dans le livre, tout est archi-documenté. Ah oui, alors, mais c'est passionnant. C'est archi-documenté. Absolument passionnant. Et donc, les multinationales américaines, effectivement, ont monté un groupe qui s'appelle USA NAFTA, avec des captains dans chaque État. Donc, dans le Massachusetts, il y avait GE parce que c'était leur État, etc. Et ils sont allés convaincre, effectivement, les politiques que la solution, le futur de l'industrie, c'était d'aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et ça a été compliqué. Les syndicats, évidemment, se sont battus. Les syndicats américains, ils avaient un peu de mal parce qu'ils n'étaient pas très crédibles. Il y avait eu des problèmes de corruption. Et puis, ils n'avaient pas les mêmes moyens. Ils étaient face à un rouleau compresseur, effectivement, du lobbying des multinationales américaines, qui ont convaincu d'abord les républicains. C'était George Bush père. Ça a été repris par Clinton, qui s'est laissé convaincre que c'était une très bonne idée. Il semble que Clinton, en fait, ce qu'il voulait, c'était freiner l'immigration. Il se disait, les Mexicains vont se développer, ils vont avoir des salaires plus élevés, donc on aura moins d'immigration. C'était ça le rationnel. Et c'était pas idiot, sauf que c'est pas du tout. C'est un sujet dont on va parler. Mais sauf que c'est, alors malheureusement pas du tout ce qui s'est passé, parce que les salaires au Mexique sont restés extrêmement bas pour des questions souvent de corruption, de syndicats, etc. Donc les salaires sont restés extrêmement bas. Les normes sociales se sont pas développées. Il y a eu des délocalisations massives qui ont vidé le Middle West, qui était la Rust Belt, qui était le berceau de l'industrie américaine. Et il y a eu derrière la rébellion des classes populaires aux États-Unis. C'est documenté aujourd'hui par des profs du MIT. Mais le sujet, c'était bien ça quand même. Donc, le sujet, ça restait la fameuse phrase d'Henry Ford, il faut que chacun de mes ouvriers puisse se payer une Ford. Exactement. L'idée, c'était bien quand même que l'ensemble de ces populations des pays émergents, sous-développés, allaient justement dans un développement commun commencer à acheter nos produits. Sauf que Stéphane, c'est pas ce qui s'est passé. Les salaires restent durablement bas, surtout dans des pays où soit effectivement il y a de la corruption comme au Mexique, soit vous avez un régime autoritaire qu'il ne laisse pas les normes sociales se développer. Ce qui se passe en Chine. En Chine, on ne peut pas rejoindre un syndicat indépendant. Donc les ouvriers, ils acceptent les conditions qui ne sont pas terribles. Ils ont des salaires qui ne sont pas toujours payés et les recours sont misérables. Ils doivent commencer par payer 2 mois de salaire pour aller au prud'homme et ça n'aboutit que dans 30% des cas, etc., etc. Il y a de très nombreuses histoires dans le livre. Tout ça est archi-documenté. Et donc, effectivement, le pari, c'était que ces pays allaient émerger, allaient petit à petit rattraper
rattraper notre niveau de développement, mais ça ne se fait pas immédiatement. Il a fallu 150 ans pour arriver au stade où on en est. Je dois dire, et là, avec en plus des régimes autoritaires. La réflexion libérale de comptoir qui peut être la mienne, c'était l'idée, à partir du moment où il y a davantage d'enrichissement, forcément à un moment il y a une aspiration démocratique, et forcément à un moment ces gens-là nous rejoignent. Sauf que force est de constater que pas du tout. Voilà, ça peut être le cas. En même temps, ça peut être le cas, mais les grandes villes chinoises aujourd'hui ont le niveau de vie des grandes villes européennes. On ne sent pas, mis à part à Hong Kong, on ne sent pas de printemps chinois. Exactement. Et il faudra du temps. Mais même nous, il a fallu du temps. Moi, je suis lyonnais d'origine. En 1830, quand les Canuts révoltaient, on leur tirait dessus. Quoi. Je veux dire, nous aussi, on a connu ça. Raconte, parce que c'est ma passion du moment. Et tu dis, il y a un révélateur autour de Huawei. Autour des semi-conducteurs. Parce qu'en plus, ça permet de remonter à Alcatel. Le choc chez nous, c'est 2000, c'est Turuk, c'est Fabless, etc. Et tout. Et là, on lâche en plus des pans de souveraineté. Mais complètement, parce qu'il y a un enjeu social dont on a parlé. Il y a eu des pertes d'emploi des classes populaires. Il y a des régions entières qui se sont vidées, effectivement. La France périphérique, les États-Unis périphériques, l'Angleterre périphérique et la révolte des classes populaires qui s'est exprimée dans les urnes sous les formes qu'on a vues. Et il y a bien sûr aussi des enjeux de souveraineté majeurs. Huawei, c'est un excellent exemple où on était. Moi, j'ai eu comme client tous les grands des télécoms. J'ai eu Alcatel, j'ai eu Siemens, j'ai eu Northern Telecom, j'ai eu Lucent aux États-Unis à travers Business Object dans les années 90. Il n'y en a plus que deux aujourd'hui. Il n'y a plus que les deux scandinaves. Il n'y a plus que Ericsson et Nokia qui survivent, qui perdent des parts de marché très rapidement parce qu'ils sont face à une compétition de Huawei qui est extrêmement dure, qui repose sur ce que j'appelle le triple dumping. Alors le premier type de dumping, il est connu, c'est les subventions. Huawei conteste qu'ils en ont eu, mais il y a un débat qui n'est pas clair là-dessus. Et puis ensuite, il y a le dumping social et environnemental dont bénéficie Huawei. Ouais. Et donc, ils ont plus le marché chinois qui est fermé, très compliqué d'aller en Chine, parce qu'ils ont évidemment à leur disposition cet immense marché, mais très compliqué pour un compétiteur européen de s'installer, ou américain, parce qu'il faut faire des transferts de technologie forcés, parce que quand on a une copie de sa propriété intellectuelle, on est quasiment retoqué systématiquement dans les tribunaux chinois. Donc Denis, fermé, tu rends hommage à Trump. Je rends hommage à Trump. Tu rends hommage à Trump. Mais je rends totalement le hommage. Gars qui tape du poing sur la table. Ouais, alors Trump est quelqu'un d'invraisemblable dans ses comportements, qui respecte pas les femmes, mais Trump a été le premier leader occidental à dire ça suffit, on ne peut plus accepter une relation déséquilibrée, on ne peut plus accepter un partenaire chinois qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris quand il est entré dans l'OMC, d'ouvrir son marché, de ne pas imposer ses transferts de technologie, etc. Il parlait même de vol de technologie. Et puis, il a commencé à travailler sur les normes sociales, c'est assez intéressant. Il a amené un triplement des salaires dans l'automobile mexicaine, ça on ne le sait pas forcément. Il a fait rajouter dans tous les accords de libre-échange américains un addendum. Il y avait déjà une petite annexe qu'avait mis Clinton pour essayer de calmer les syndicats, mais il n'y avait aucun engagement. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, les pays faisaient ce qu'ils voulaient. Là, il a rajouté une annexe avec des engagements très précis de respect des 4 piliers de l'OIT, interdiction du travail des enfants, interdiction du travail forcé, liberté syndicale, etc., avec des sanctions financières à la clé. Ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre accord d'investissement avec les Chinois, le tout dernier. Timidement, mais très timidement, on est très loin de ce que je propose. Mais parce que, quand même, alors, c'est ça qui est difficile dans l'histoire. Et après, on va aller sur ton contrat, hein, je te rassure. Mais c'est ça qui est difficile dans l'histoire, c'est que nous, en fait, vu de France ou vu des États-Unis, cette relation, elle est effectivement complètement déséquilibrée et on a l'impression d'avoir tout perdu. C'est pas la vie qu'en ont les Allemands. Et les Allemands, ils ont vendu des centaines de milliards d'euros de machines-outils pour équiper l'ensemble de cette industrie chinoise. Absolument. Et ils ont partagé avec les Chinois l'ensemble des fruits c'est vrai, Stéphane, de cette mondialisation. Alors, on va y revenir aussi. Nous, on souffre de deux choses quand même chez nous. Nous, on souffre de cette mondialisation déséquilibrée et sans éthique, mais on souffre aussi de la gestion de notre pays. On souffre quelque part de cette sous-administration du commerce mondial, mais on souffre aussi de la suradministration du commerce. Tu vois, j'ai peur que cette mondialisation, tu en fasses un bouc émissaire. Non, je n'en fais pas un bouc émissaire. Stéphane, quand je me suis lancé en politique avec nos citoyens, je l'ai fait pour justement éviter les boucs émissaires. C'est pour ça que j'étais surpris. Mais le problème, il est le même en Angleterre, il est le même aux États-Unis, où ils n'ont pas ces problèmes-là. La dépense publique est correctement gérée. Et pourtant, ils ont aussi des classes populaires qui se rebellent et qui sont prêts à mettre un Boris Johnson, à voter le Brexit et à mettre un Donald Trump. Et ils ont failli le réélire il n'y a pas longtemps, avec 74 millions d'électeurs. Je vais te dire en face, les Pays-Bas, ils ont une industrie qui reste une industrie solide. Alors, la Suisse a une industrie qui reste une industrie solide. On va en parler, donc Stéphane. C'est bien des modèles. On va en parler, Stéphane. On va en parler. L'Allemagne, les pays germanophones et scandinaves ont pour l'instant réussi à préserver un niveau d'industrie qui est correct. Mais les Allemands sont en train de se réveiller actuellement. Le réveil allemand, ça a été l'acquisition de KUKA AG il y a 2 ans. Par KUKA AG, c'est une entreprise qui fait des robots.
robot avec des mains articulées, magnifiques. Expert de la robotique industrielle. Expert de la robotique industrielle, qui était là une vedette qu'allait visiter Angela Merkel dans tous les salons. Et tout d'un coup, acquisition de KUKA AG par un acteur chinois. Donc là, ils ont compris qu'effectivement, leur marché traditionnel de la machine-outil, mais aussi de l'automobile, est en train d'être touché de plein fouet par la Chine. Ils ont vu les experts du véhicule électrique allemand de BMW, deux ingénieurs allemands, aller créer leur start-up, leur Tesla, elle ne s'appelle pas comme ça, mais aller le créer en Chine. Donc, ils ont vu que tout d'un coup, effectivement, ils allaient être face à une concurrence qui était extrêmement sérieuse. Ils sont en train de voir arriver des véhicules électriques chinois qui sont 30 à 40% moins chers. Pourquoi ils sont 30 à 40% moins chers? Pour une seule raison. Parce que l'ouvrier chinois, il est payé 5 € de l'heure, quand l'ouvrier allemand, il est payé 30 € de l'heure. Quand il y a 50% de main-d'œuvre dans la fabrication d'une automobile, ce qui est encore le cas aujourd'hui, bien que ce soit extrêmement robotisé grâce à KUKA, eh bien, il y a tout de suite un avantage concurrentiel de 30 à 40% en faveur du fabricant chinois. Et ça ne peut plus continuer. Parce que les conséquences, outre les conséquences sociales, les conséquences stratégiques sont colossales. On n'a pas fini sur Huawei. Je termine rapidement. Vas-y, parce que les panneaux photovoltaïques m'intéressent beaucoup. Mais bien sûr aussi, sur Huawei, qu'est-ce qui se passe? On a une situation où effectivement Huawei devient dominant et on voit le gouvernement américain, on a vu quand même quelque chose d'invraisemblable qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire économique récente, le gouvernement américain se dire comment est-ce que je peux faire pour que ces entreprises européennes, Nokia, Ericsson, soient plus compétitives par rapport à leurs concurrents chinois? Les Américains se posent les bonnes questions, se sont posés les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas juste peur de l'espionnage, parce qu'ils espionnent, tout le monde s'espionne évidemment. Ils ont peur que toutes ces antennes télécom qui sont au cœur des réseaux 5G, donc du pilotage des voitures autonomes, donc du pilotage d'un certain nombre d'opérations chirurgicales, que du jour au lendemain, par une backdoor, on puisse dire vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine à Taïwan, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a eu des vols sur Taïwan tous les jours là, de la Chine. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine sur Taïwan, on bloque votre réseau de voitures autonomes, on bloque vos opérations chirurgicales. C'est possible ça, mais bien sûr, Denis? c'est possible. C'est pas un fantasme. C'est pas du tout un fantasme. Parler à n'importe quel ingénieur télécom. Ah ben je vous écoute, pour le coup, vous savez de quoi vous parlez. Fantasme. Donc il y a des vraies questions. Et d'ailleurs, là, les télécoms, on est dans l'hyper-stratégie. Oui, on est dans l'hyper-stratégie. Et je pense que là, la solution, et ce que disent les Américains d'ailleurs, ils disent nous on veut plus. C'est un très très bon symbole parce qu'en face, alors Stéphane Richard, il va le dire doucement, mais en face, je crois que Patrick Drahi le dit moins doucement justement, c'est non mais attendez, vous voulez quoi? C'est aussi la modernisation du pays, c'est aussi la 5G accélérée en France dont la France a besoin. Donc à un moment, si vous ne travaillez pas avec Huawei, vous prenez du retard. Nokia, Ericsson ont tous les deux des offres qui sont construites avec ils sont moins bien, quoi. Ils sont moins bien parce que c'est vachement dur de concurrencer les Chinois quand ils ont, parce que c'est vrai aussi dans la R&D. Accepter un peu de dégradation. Non, parce que moi je pense qu'il n'y aura pas de dégradation le jour où la concurrence sera level playing field. Mais en attendant, il faut accepter peut-être de dégrader un tout petit peu nous l'ensemble de nos produits. Il faut accepter de pour rétablir cet équilibre. Il ne faut pas forcément dégrader parce que la concurrence, en l'occurrence, elle s'exerce aussi sur la R&D. Ce que dit très bien Tchuruk, que je cite dans mon bouquin, il disait moi quand je recrute un ingénieur allemand ou un ingénieur français, je recrute 3 ingénieurs en Chine pour le même prix. Et c'est toujours le cas. Donc la R&D de Huawei, elle est boostée aussi par cet avantage concurrentiel du très faible coût de la main-d'œuvre qui est lié à la faiblesse également des normes sociales chinoises. Donc ça va très très loin. La fabrication de batteries, on aura pas le temps, les panneaux. Un concentré des travers de la mondialisation actuelle. Bien sûr. Ça commence au Congo, en RDC, avec des gamins qui travaillent dans les mines pour 25 centimes d'euros de l'heure, sans gants, sans masque, sans casque, des mines qui s'effondrent, on ne va pas les chercher. Les adultes, c'est pareil. Ensuite, ça continue en Chine. 80% du cobalt est raffiné en Chine, avec des normes sociales qui sont un peu meilleures, mais pas bien meilleures. Donc, sur toute la ligne, effectivement, on a un process qui est pas du tout conforme à nos normes. Mais on est au cœur de nos contradictions parce qu'il faudrait... Ces fameuses terres rares, en fait, elles ne le sont pas. Il suffirait qu'on rouvre nous-mêmes quelques mines. Tu dis que les Américains y réfléchissent. Absolument. Alors, le cobalt n'est pas une terre rare, mais c'est pas très grave. C'est un matériau rare. Mais il y en a d'autres. Voilà. Non, mais sur les terres rares, c'est un vrai sujet. Il y a 17 composants qui sont pas si rares d'ailleurs. Simplement, pour les extraire, il faut de la croûte terrestre, il faut effectivement manipuler énormément de terre, donc c'est très polluant. Donc les Américains avaient 50% du marché des terres rares dans les années 80. Aujourd'hui, les Chinois ont 90% et tiennent la dragée haute à tous les Occidentaux. Il faut ouvrir des mines. Donc, mais on peut pas ouvrir des mines avec des différentiels de normes pareils. On ne peut pas. Les mines américaines qui fonctionnent aujourd'hui sont subventionnées par le DoD, par le département de la défense américain. Subvention, on laisse, puisque c'est une question de souveraineté. Alors, c'est ce que voulait faire Montebourg. Moi, je veux pas subventionner parce que subventionner, c'est Big Brother qui décide qui sont les champions. Moi, je veux recréer un environnement
concurrentielle, que les meilleurs gagnent. Et je dis simplement, effectivement, et c'est le contrat mondial, je dis simplement sur les industries stratégiques, ça concerne effectivement aussi les mines et les matériaux rares, je dis sur les industries stratégiques qui sont au cœur des infrastructures essentielles. Donc tout ce qui est télécom, médical, énergie, automobile, transport en général, je dis là, il faut un environnement concurrentiel, il faut arrêter la concurrence déloyale. Donc on ne peut plus continuer à utiliser le coût de main-d'œuvre comme un différentiel dans la concurrence. Et donc comment ça tu veut dire, fais alors quand on a 5 € de main-d'œuvre en Chine pour fabriquer une voiture électrique et quand on a 30 € en Occident, eh bien, le véhicule chinois, il va rentrer en recalculant le coût de la main-d'œuvre et en le ramenant à 30 €. Tout simplement. Level playing field, que le meilleur gagne. Et ça uniquement. Et alors après, ce que je dis, c'est la compensation, parce que je parle de compensation plutôt que de taxe, je dis cette compensation sociale. Oui, parce ça que c'est pas une taxe. de parler de taxe. Tout ton combat anti-fiscal, là, c'est je suis pas anti-fiscal, je déchiré. Il faut qu'il y ait des taxes. Non, mais c'est parce qu'il y a une différence fondamentale. Une taxe, c'est pour lever des moyens pour un État, pour mener une politique. Là, en l'occurrence, c'est une compensation qui vise juste à rétablir la concurrence, une concurrence loyale. Donc, cette compensation, effectivement, elle doit être réaffectée, selon moi, à 50% vers le pays d'origine pour l'aider à converger. Pour les pays pauvres, 100% versé à des ONG, parce que c'est compliqué quand on verse à des États, et dans nos pays, cette idée, pour aider les zones... Ça s'appelle la TVA sociale. Ça s'appelle la TVA sociale et ça s'appelle la taxe carbone aux frontières. Oui, si on prend les normes, la taxe carbone aux frontières, effectivement, c'est une très bonne idée. Ou la TVA sociale, on peut l'appeler comme ça si on veut aussi. Mais ça doit s'appliquer à une vaste zone de libre-échange. Ça ne peut pas être une réponse nationale, même pas, je pense, une réponse européenne. Ah, de toute façon, ça, tu n'y arrives pas. Enfin, tous ceux qui ont essayé n'y arrivent pas. Voilà, il faut une réponse à l'échelle des pays développés qui ont des environnements, des normes sociales et environnementales qui sont similaires et qui veulent organiser un vaste marché où la concurrence s'exerce, où l'excellence s'exprime, où Nokia se bat contre Ericsson, mais avec les mêmes règles, avec les mêmes armes et pas de façon déséquilibrée comme c'est le cas aujourd'hui avec des compétitions. Bon alors, je le dis d'un mot pour ceux qui auront envie de... Mais ce que tu résumes, et alors merci d'ailleurs, effectivement, de manière très très simple, c'est beaucoup plus élaboré que ça, oui, voilà, beaucoup plus détaillé, voilà. C'est un vrai job, il y en a pour 30 pages. Mais alors, juste, il nous reste 2 minutes, ça veut dire, finalement, le déclic sur tout ça, qui est évidemment passionnant, c'est peut-être la crise démocratique que traversent aujourd'hui nos sociétés développées qui va à un moment faire que... Parce qu'il faudrait que les dirigeants arrivent à se rassembler là-dessus, ils n'y arrivent pas. Moi, je pense qu'ils vont y arriver, Stéphane, ils vont être obligés. Regarde ce qui se passe, par exemple, avec la Chine. Trump essaye de se battre tout seul. Dit, c'est inadmissible, il faut arrêter, ils nous piquent nos technologies, ils n'ont pas les mêmes normes, etc. Il arrive à pas grand-chose. Biden arrive. Biden dit, en fait, Trump, là-dessus, il avait raison. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est tout comme. Mais enfin, c'est tout comme. Il l'accepte. Et il dit, maintenant, moi, je veux une alliance des démocraties sur ce sujet-là. Il faut qu'on se rassemble. Nous, les démocraties qui avons les mêmes valeurs, on doit se rassembler autour de ces idées. Alors, il ne va pas aussi loin que ce que je propose pour l'instant. C'est dommage, mais il va peut-être y venir. Pour l'instant, il demande juste à la Chine de respecter ses engagements pris quand ils ont rejoint l'OMC. Et il veut simplement rassembler les démocraties autour de ça. Je pense que l'étape d'après, c'est le contrat mondial. C'est de dire, maintenant, on va aussi parler de normes sociales et environnementales. Mais alors, tu as des passages passionnants sur Ricardo, alors on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est très très intéressant. Il aurait fallu que j'invite Jean-Marc Daniel pour en parler avec toi. Voilà, le fan absolu de Ricardo. Mais on est d'accord, c'est le libre-échange. Le libre-échange qui est au cœur de la paix mondiale, qui est au cœur du développement des hommes. Stéphane, le libre-échange, je suis un fan absolu du libre-échange. Bon, voilà. Je suis un fan absolu du libre-échange quand les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Quand on organise une Coupe du Monde de foot avec des règles différentes pour chacun des joueurs, là, je suis plus d'accord. Et par contre, je suis d'accord pour continuer à commercer avec ces pays. Il le faut pour la stabilité du monde, pour la paix du monde, pour le développement des pays émergents. Bien sûr qu'il faut continuer à les aider. Bien sûr qu'il faut continuer à commercer avec eux. On en a besoin. On a besoin aussi pour la prospérité de nos industries. Donc c'est ce que je propose dans le contrat mondial. Voilà, c'est écrit en toutes lettres. Le monde développé ne peut pas se contenter de se barricader. Absolument. Voilà. Absolument. Merci de l'avoir noté. Merci. Denis Père était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, demain c'est Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi.